Bienvenue, merci de suivre ce magazine Kiosque de ce mercredi 3 janvier 2024. Merci de nous rester fidèles. Mes vœux le meilleur à vous tous qui aimez et suivez ce magazine Kiosque. Alors nous allons analyser et commenter l'actualité ce matin avec deux invités, Moïse Moussangana et face ce matin à Damien Terranova. Avec eux, nous allons donc analyser et commenter l'actualité en RDC qui est dominée par la publication de résultats provisoires de la présidentielle. Et donc ce mercredi 3 janvier est les derniers jours accordés aux candidats à la présidentielle qui voudraient contester les résultats provisoires publiés par la CENI pour déposer leur recours à la Cour constitutionnelle. En tout cas, jusque-là, aucun candidat n'a encore saisi la Cour constitutionnelle. Nous allons en parler avec nos invités. Entre-temps, les résultats des législatives, les résultats provisoires, bien sûr, qui devaient être publiés aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante, a été reporté à une date ultérieure. À en croire la CENI, et le travail de compilation n'est pas encore fini. Nous allons en parler avec nos invités. Voilà, ce sont là les deux sujets à la une de Kiosque ce matin. Damien Terranova, bonjour. Bonjour madame, bonjour très chers téléspectateurs. Je salue monsieur Moussangana, qui est Moussangana, qui est un des grands hommes dans ce pays, un grand chercheur, un grand écrivain, dont j'ai l'honneur ce matin, la première émission de l'année, de rencontrer sur ces plateaux. Donc je les salue aussi et je vous salue madame. Meilleurs vœux à vous. Merci et bonne année. Je salue tous les amis qui sont dans la salle et dans l'arrière-salle. Je les présente aussi de vœux les meilleurs. Voilà, nous sommes là, on vient parler du pays. Alors, votre co-délateur, c'est Moïse Moussangana. Bonjour, meilleurs vœux. Bonjour Gisèle, je vous réciproque le même vœu et en même temps je présente aussi mes vœux le meilleur aux téléspectateurs de CCTV qui m'ont plus vu il y a belle lurette. C'est peut-être un retour, je ne sais pas, mais je suis là, à eux, à leur famille, meilleurs vœux et meilleurs vœux aussi à tous les agents de CCTV, y compris aussi les grands patrons de CCTV. Merci. Les gens me posaient tant de questions, mais il est où? On ne le voit plus. Voilà, il est là, Moïse Moussangana. Oui, merci de me recevoir. Ouais. Et je voudrais aussi présenter mes meilleurs vœux à mon co-débatteur de ce jour, M. Damien. C'est un plaisir pour les rencontrer. Je l'ai suivi de temps en temps, mais je ne l'ai jamais rencontré sur un plateau. Voilà, c'est une occasion. Je crois que ça sera un débat des hommes civilisés. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Débat des hommes civilisés comme vous le souhaitez. Je reste avec vous, M. Moussangana. C'était prévu aujourd'hui la publication des résultats provisoires des législatives. Ça a été reporté. Comment vous avez accueilli ce report? Je crois qu'il ne faut pas avoir le fétichisme des dates, surtout dans un pays comme le nôtre où il y a beaucoup de déficits. Parce qu'il faut savoir que autant on a eu du déficit logistique pour pouvoir déployer les matériels électoraux, autant aussi c'est le même défi qu'on a pour récolter le résultat et les ramener au CELSER et pourquoi les renvoyer au Centre national de traitement de la CENI à Kinshasa. Donc, ce sont de défis énormes parce que on a toujours négligé ce qu'il faut faire comme effort pour récolter ces résultats. Des fois, ce sont les gens même à pied, à vélo, à moto, qui quittent avec tout ce qu'ils courent comme insécurité pour pouvoir amener le résultat des centres de vote vers les centres de compilation. Et souvent, les agents de la CENI sont toujours attaqués, parce que c'est le moment où parfois des candidats fraudeurs profitent pour les attaquer en cours de route et même changer le bulletin de vote. Donc voilà, donc c'est un défi énorme et je crois que nous devons avoir
nous devons tirer les leçons de tous les processus que nous avons eus jusqu'à aujourd'hui, 2006, 2011, 2018, 2023. Chaque processus a sa fortune, mais je crois que nous devons arriver à voir qu'est-ce qu'il y a qu'on peut changer. Parce que c'est ça le problème de nous Congolais. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire beaucoup de bruit ici, qui contestent et qu'on sort. À un moment donné, ils font cette terre. Ils ne vont même pas évaluer le processus électoral qu'ils viennent de vivre. Et c'est là, ça se répète comme ça toutes les années parce que les hommes politiques, les partis politiques, la société civile ne se donnent pas vraiment le temps d'évaluer le processus électoral après la proclamation de résultats. Et voilà. C'est pour ça que ce report, ce n'est pas dû au fait que la CENI, face aux fraudes qui a été constatée, que vous avez d'ailleurs soulevé, avait promis des sanctions. Alors il faut bien fouiller et sanctionner ceux qui ont été à la base de fraude. Bon, mais il faut dire que la compilation de résultats de législatives nationales comme provinciales a toujours pris du temps. C'est aussi au vu du nombre de compétiteurs. Donc vous avez par exemple, au cours de ce processus, vous avez par exemple, je crois 23 000 candidats députés nationaux, vous avez plus de 35 000 candidats provinciaux. Donc par rapport à 26 candidats président de la République, c'est une tâche énorme. C'est une tâche énorme parce qu'il faut suivre tout un chacun. Donc les 23 000 candidats, il faut le suivre. Il faut leur affecter même le moindre point qu'ils ont eu. Donc c'est toujours un problème. Et vous allez voir que même quand il s'agira de contentieux pour ces élections-là, on a toujours accordé 3 mois. Mais au bout de ces 3 mois, on n'a toujours jamais terminé ces contentieux-là. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faut revoir pour les prochaines éditions. Alors, Damien Terranova, les reports pour la publication des résultats provisoires des législatifs, comment vous avez accueilli? Ben voilà, madame, je vais faire juste du Reddit, parce que nous avions dénoncé ces élections dès le départ. Nous avions déclaré que ces élections étaient chaotiques et mal organisées. Voilà les résultats de la mauvaise organisation qui nous poursuivent. Comme on dit, celui qui chasse le naturel revient au galop. Je m'excuse pour ma voix. Voilà. Donc, c'est vrai que des conséquences logiques des choses. La CENI a mal organisé ces élections. Et vous voyez, même pour le récolte de résultats, c'est difficile. Il ne sait pas par où commencer. Et vous avez aussi cette histoire du pouvoir qui a déjà des listes préconcises qui vont imposer à la CENI. Donc la CENI doit faire avec tout ça là. Hein, je pense que vous avez suivi dans le média, sur les réseaux sociaux, un audio qui a fuité dont le professeur Mbata était en train de menacer des gens, de l'extirper de la liste et d'imposer d'autres personnes de son obédience. Alors, la CENI, c'est ça la CENI en fait. Et vous voyez, ce matin, je viens de lire quelque chose dans un journal où on dit que le chef de l'État aurait, je dis bien aurait, imposé à M. Kadima une certaine liste pour les membres de l'Union sacrée. Alors, tout ça... Heureusement que c'est au conditionnel. Hein, oui, bien sûr, parce qu'il faut toujours laisser une brèche de vérification. Mais c'est une évidence. Aujourd'hui, la CENI est en train de nous prouver à suffisance combien est-ce que M. Kadima n'est pas cet expert dont on a tous pensé positif. Mais et aujourd'hui, il s'avère que c'est un expert négatif parce qu'il nous amène des cas et il va mettre le pays en péril. Le pays est en train d'être en péril. Nous qui sommes intellectuels, nous devons nous lever contre cela. Et comme l'a dit M. Moïse, que nous devons tirer des conséquences et faire des évaluations chaque après une élection. Nous avons connu 3 élections, 3 cycles électoraux. Aujourd'hui, c'est le 4e. Mais on se donne que ce 4e devient plus chaotique que les 3 précédents.
Alors ça veut dire que l'intellectuel congolais n'a pas tiré des conséquences par rapport à ce qui s'est passé. Donc, monsieur Kadima, qui reporte la publication, il en sait pourquoi. Moi, je ne pense pas que ça soit pour des raisons logistiques, mais plutôt, je pense que c'est pour des raisons politiques, où ils veulent aligner le leur. Mais la présidentielle, ça a été vite, ça a élu la place. De quelle qualité, madame? Elle a été vite, oui, de quelle qualité? Vous voyez la qualité qu'il y a eu des élections présidentielles. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Monsieur Félix Tshisekedi, qui va battre Fayoulou, même dans son propre fief. Mais ça n'existe pas au Congo. Parce que nous savons tous que les élections au Congo sont tribales. Vous pensez qu'un des Bandundu va voter un autre d'ailleurs en laissant Martin? Mais je ne pense pas. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu bourrage, et ce bourrage a donné avantage à M. Félix Tshisekedi, qu'on a proclamé, et c'est d'ailleurs pourquoi je pense que la question viendra, où les opposants ont refusé d'aller à la Cour constitutionnelle. Alors voilà, Joël Cadet qui nous a rejoint ici. Joël Cadet, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année Madame Gisèle, bonne année à tous les téléspectateurs de CCTV. Merci pour l'invitation, et c'est ma toute première prestation en 2024. Je salue mon aîné, l'expert électoral. Nous avons des journalistes et des éditorialistes en matière électorale. Je m'inclinerai devant mon aîné, Moïse Moussangana. En tout cas, je ne sais pas débattre avec lui. Mais avant que je ne réagisse un peu à ce... Vous le saluez d'abord. C'est M. Damien Terrano. Bonjour, bon, je le salue. Il n'est pas obligé. Il a débité trop de mensonges, trop de contre-vérités. Oui, non, mais trop de contre-vérités. Non, trop de contre-vérités, et que je ne sais pas le suivre sur ça. Vous savez, j'ai appelé hier, j'ai demandé à Dodo Montiri, il est témoin, je lui ai demandé le numéro de Prince Epengue. J'ai appelé Prince. J'ai demandé à Prince que Fayoulou construisent un discours cohérent. On a perdu dans ce pays une opposition qui pouvait constituer un contrepoids au pouvoir de Tshisekedi. Les premières 5 années de Tshisekedi au pouvoir, il n'avait d'opposants qu'au sein de sa famille politique. Nous avons Katumbi, parce que Christian Mondo devrait jouer contre lui. Le ministre des Affaires étrangères devrait jouer contre lui, Moïse Zang devrait jouer contre lui. Donc il avait des opposants au sein de son pouvoir. Malheureusement, en face, il n'avait pas d'opposants. C'est pourquoi j'ai demandé à Prince Epengue que Martin Fayoulou ne cède pas sa place comme il l'a fait à Théodore Ngoï, incapable de gérer une jeune fille, une adolescente, qui le frappe à la maison, qui le tabasse. Ça, c'est l'histoire personnelle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La vie privée, voilà. La Bible dit ceci. La vie privée. S'il vous plaît, pour qu'on établisse un diacre, ça c'est la parole de l'Éternel. Pasteur Ngo, c'est mon pasteur. Moi, j'ai présidé un culte où il a prêché. Et j'étais édifié à Lubumbashi devant le pasteur Fataki. Ça, je vous le dis. C'est mon pasteur. Je l'aime comme serviteur de Dieu. Mais la Bible déclare ceci: pour que quelqu'un soit diacre, pour que quelqu'un soit ancien, pour que quelqu'un soit pasteur, il doit être mari d'une seule femme. Et il doit donner l'exemple. Ça relève de sa vie privée alors. Non, écoutez madame, écoutez madame. Quand Paul écrit à Timothée, il n'écrit pas pour dépriver. Parce que c'est un pasteur. C'est la personne. Donc, Fayoulou, c'est une grande icône de notre pays, de l'opposition. Il doit maintenant bien construire son discours qui doit être cohérent pour s'attaquer. Mais avant que je ne puisse commenter sur ce que mon co-débatteur venait tantôt de dire, le fleuve Congo est en colère. Le fleuve Congo, je suis allé avec mes enfants le premier, souvent j'aime leur offrir une opportunité. On est parti vers un home là, vers Kintsuka, et ce site-là est totalement inondé. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Corneille Nangaa a allié son versement du sang au fleuve Congo. Le fleuve Congo a dit ceci: moi, j'ai uni tous les Congos. Je pars du Katanga, je passe par le Kivu.
je pars par Kisangani. Je traverse, j'arrive à l'Équateur, jusqu'à arriver à Kinshasa et je me verse. Pour unir le Congo, j'attends Sankuru, j'attends la rivière Kassai. Je suis déversé en moi pour unir tout le Congo. Je suis un symbole de la paix. Mais comment on peut m'unir à la guerre, à la rébellion? Et le fleuve Congo s'est fâché. Demandez à Nanga d'enlever le fleuve Congo dans son vocabulaire. Joël Kadi, vous êtes dans la fiction ou comment? Je ne suis pas dans la fiction. Non, allez. Là, vous parlez des inondations. Non, le fleuve Congo est fâché, madame. Alors, on revient dans notre sujet. Alors, le sujet, c'est le commentaire par rapport au report de la publication de résultats provisoires des législatifs. Comment est-ce que réagit Joël Kadi? Oui, le report, c'est la toute première fois que le calendrier de M. Denis Kadima a été bousculé. Vous savez qu'on a connu 3 ans de retard pour l'installation du bureau ou de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Kadima est arrivé dans les contestations, il nous a donné sa feuille de route, puis il nous a donné son calendrier. Depuis que ça a commencé jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'on connaît le report du calendrier. Quand les intellectuels, parce que mon co-débatteur parlait tantôt d'intellectuels, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle par le chaos. Parce que c'était le chaos qui avait été envisagé par l'opposition. Mais quand vous constatez le chaos dont on parle, moi j'ai voté au lycée technique de Kalamo. J'ai fait dans le bureau 1 minute. J'ai aidé une dame qui est venue parce que les gens du bureau ne voulaient pas intervenir. Ils ont dit, quand vous vous maîtrisez, aidez la dame. Je l'ai aidé pendant 2 minutes. Il m'a donné son candidat à la présidentielle et après, de son pagne, elle a sorti un papier pour me donner un candidat à la députation nationale, un candidat à la députation provinciale, un candidat comme conseiller communal. Je vais vous surprendre. À la nationale, il me donne un candidat du MLC. À la provinciale, il me donne un candidat de l'AFDC. À la communale, comme conseiller municipal, il me donne quelqu'un de l'UDPS. Je disais que j'ai compris, la leçon que j'ai plus vite tirée, c'est que les politiciens, les leaders, les candidats n'ont pas préparé les électeurs à savoir qu'il y a un problème de seuil et qu'il y a un problème de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale ou provinciale. Parce que vous voyez un peu cette dichotomie-là, cette confusion. Et donc, c'est pour vous dire que c'est normal que Kadima reporte. J'ai quelqu'un en face de moi qui a écrit un ouvrage, c'est un doctrinaire en matière électorale, qui a décrypté le processus électoral de 2006 et de 2011, et même de 2018. Il peut vous dire combien nous avons eu comme candidat député au niveau en 2006, en 2011 et en 2018. Et cette année, parce qu'on a imposé le critérium du seuil, on a eu combien? Parce qu'on devrait, chacun devrait aligner des candidats proportionnellement au seuil imposé. Alors, qu'on vous dise, si en effet on est en mesure, avec toutes les accusations, toutes les dénonciations qui ont eu lieu, si Kadima devrait vraiment fermer l'œil devant toutes ces dénonciations-là pour publier les résultats hier, aujourd'hui. Je crois qu'il est d'une bonne intelligence qu'on ait reporté en attendant qu'on finisse les compilations, parce qu'au niveau de la présidence, au niveau présidentiel, en tout cas, même vous-même, vous êtes témoin, avec l'intervention particulièrement de Jean-Pierre Bemba, en dernière position, que Katoumi ne pouvait pas gagner. Donc c'est normal, vous dites c'est normal qu'on puisse reporter, c'est normal seulement pour les législatives, mais pas pour la présidentielle. La présidentielle, c'est une régularité d'en pas toucher. La présidentielle, j'aimerais, s'il vous plaît, que chacun évalue par rapport à son bureau de vote. Parce que moi, je vous ai donné mon centre de vote ou mon bureau de vote. Lycée technique de Kalamo. Allez-y prélever, parce que la condition légale exiger ce bureau par vote, j'aimerais que vous puissiez aller, que vous puissiez, vous, dans votre propre bureau de vote, aller examiner
Katumbi a combien, Fayoulou a combien, ainsi de suite. Je ne voudrais pas entendre les incantations ici. Je ne voudrais pas entendre les incantations que Tshisekedi a battu Fayoulou chez lui. Mais est-ce que quel est le discours de Fayoulou? Quelle est l'offre politique de Fayoulou? Qu'est-ce qu'il a présenté à la population? Qu'est-ce que Katumbi a apporté comme offre politique? Mais c'était le contraire en 2018. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a fait bouger la donne? Non mais écoutez, à cet instant ici, madame, laissez-moi répondre. Non, écoutez, Fayoulou n'a pas eu un discours cohérent. C'est pourquoi j'ai appelé Epenge pour lui demander, mon frère, demander à mon vieux de construire un discours qui pourra faire un contre-pouvoir, un contre-poids au pouvoir de Tshisekedi. Sinon nous allons danser dans la dictature. Merci. Et avec des propos à peu près des gens comme mon co-débatteur, en tout cas, si on appliquait la loi, il y aura beaucoup de gens qui seront en prison. Merci. Si on appliquait la loi, Moïse Moussangana, il y a des cas de fraude dénoncés, même dans les réseaux sociaux, la spéculation avec des listes. Je vais revenir à ça. Vous savez que l'expérience a démontré que même le pays de vieille tradition démocratique, les élections ne sont pas aussi exemptes d'imperfections. On a vu ce qui est arrivé aux États-Unis avec Trump et Biden. Il faut encore rentrer avec Bush et Kerry et consorts. Ça voudrait dire, autrefois, le président Tshisekedi a même soulevé les cadavres qu'on avait fait voter en France autrefois. Ça voudrait dire que les élections absolument parfaites et n'existent pas même dans le pays de tradition démocratique. Mais je vais y revenir. Je voudrais lever quand même certains équivoques. Parce que j'ai entendu Damien dire les élections chaotiques. Il le compare par rapport à quoi? Parce que vous devez les qualifier de chaotiques par rapport à quelque chose. Je vous dis que j'observe les élections en République démocratique du Congo depuis très longtemps. Et je suis auteur d'un livre qui va sortir, je crois, au mois de juillet prochain, intitulé « Élections et crise de légitimité en République démocratique du Congo », avec comme sous-titre « Regard sur le présidentiel 2006, 2011 et 2018 ». Comme le livre n'était pas sorti à temps, il faut que j'ajoute la partie 2023. Au moins, je l'ai lu déjà. Pour que je fasse complet. Alors, parce que quand on analyse, le problème chez nous, c'est quoi? Nous sommes amnésiques. On parle du processus 2023 parce que les faits sont encore frais dans la mémoire. Mais les gens ont oublié ce qui s'est passé en 2006, en 2011. Nous avons vu la montagne de plis électoraux au CELSER installé à la Fikine en 2011. En 2011, est-ce que les gens ont oublié que les soldats de la GR avaient emporté 2000 plis de 2000 bureaux ici à Kinshasa? On avait vu des plis jetés dans la rue, même dans le fleuve ici. Est-ce que les gens le savent encore? Il faut répéter. Non, je dis que c'est ça tout le monde. Je dis que quand vous qualifiez, vous devez qualifier par rapport à quelque chose. Je voudrais dire ici, parce qu'en parlant de Fayoulou et consorts, comment Fayoulou peut perdre chez lui, je connais ce qu'on appelle vote géopolitique en RDC. Je connais. Et on n'a qu'à voir, parce que Fayoulou, en 2018, vous avez posé la question, Fayoulou avait joui d'une popularité d'emprunt. Qu'est-ce que Fayoulou représentait jusqu'en novembre 2018, avant Genève? Il ne représentait rien. Son idée, c'est quoi ce parti politique-là? Il y a quelles assises? Même il y a ajouté sa dynamique de l'opposition, qui n'a pas voulu quitter. C'est ainsi qu'il y a eu même dislocation entre lui et les Kakoma et consorts. Parce qu'il s'est dit que je suis président de la dynamique de l'opposition, à des élections qui arrivent, je ne quitte pas. Donc, Fayoulou a joui de ce qu'on a appelé popularité d'emprunt. Il ne représentait rien. Il a été porté d'abord par la dynamique de l'opposition, où il y avait tout le monde ensemble, Tshisekedi, Bemba et consorts. Et puis, à Genève,
il y a Kamer et Bemba qui ont fait, plutôt et Tshisekedi qui ont fait chemin à part. Il y a Bemba, Katumbi et ceux qui ont fait chemin à part. Ce sont les deux qui ont porté Fayoulou. Donc Fayoulou, c'est quoi? C'est une grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf. Même dans son fief, même dans son village. Dans son fief, c'est quoi? Il faut voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que Tshisekedi a ratissé autour de lui en termes de leaders politiques et d'opinion? Mais dans les Bandundu, Mbosso n'est pas de Bandundu. Et c'est Mbosso le même poids qu'il Fayoulou. Mais Mbosso est président d'une institution, madame. Il est président d'une institution. Il est président d'une institution. Hein? Est-ce que on a vu à l'Équateur, vous avez Bemba qui a pris le devant, mais derrière Bemba, il y a d'autres jeunes Turcs qui montent. Vous avez Jean-Lucien Boussa, vous avez Liaou, vous avez... Mais ils n'ont pas aussi le même poids que Jean-Pierre Bemba. Je n'ai pas dit qu'ils ont le même poids. J'ai dit qu'à l'Équateur, vous avez Bemba, mais il y a des jeunes gens aussi qui ont poussé. Oui, qui ont poussé. J'ai dit, vous transportez dans le nord Kivu et sud Kivu. Tous les grands leaders sont derrière Tshisekedi. Vous avez Kamere, vous avez Bahati, vous avez le Paloukou, vous avez le Paul Moïse Nozangi. Vous vous transportez dans l'ancienne Grande Orientale. Mais vous avez les Bawanissa, vous avez les Èves, vous avez les Karola Guito et consorts. Et même dans les Katanga, il y a eu les Samalou Kondé et consorts, mais il faut accepter l'enracinement de Katumbi dans sa province natale. Qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'on voit Katumbi a eu beaucoup de points là où dans le fief de Matata Pogno. Hein? Oui, mais c'est cela. Parce qu'il faut dire ceci. Parce qu'en observant les élections, vous devez savoir que le Katanga est une province conservatrice. Parce qu'en 2006, Bemba Jean-Pierre a eu 164 000 voix au Katanga au deuxième tour contre 2 800 000 voix pour Joseph Kabila. Tshisekedi le père, au temps de sa grande splendeur, en 2011, a eu 221 000 voix dans les Katanga par rapport à Joseph Kabila qui caracolait à 2 500 000 voix. Quand vous prenez aujourd'hui, mais vous allez, on attend quand on va publier les résultats province par province, et comme ça on va voir, mais on va voir qu'il y a quand même une certaine percée de Tshisekedi fils dans le Grand Katanga. Mais tout en vous disant qu'en 2018, il y a entre-temps d'autres choses qui ont joué, tout en vous disant qu'en 2018, Tshisekedi, qui avait gagné juste 2 circonscriptions dans les Grands Katanga, Kipushi et Kasenga, comme il a eu, quand vous faites la sommation de voix de Tshisekedi sur les 4 provinces éclatées du Katanga, Tshisekedi était en tête, d'une courte tête par rapport à Ramazani, 3 000 voix, un peu 7 000 voix ou 10 000 voix par rapport à Fayoulou. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les discours qu'on a tenus et qu'on sort qui peuvent avoir... C'est possible. Mais il faut dire que le Katanga a été toujours une province repliée sur soi-même, mais on constate qu'il y a une certaine percée. Donc, la géopolitique électorale joue en faveur de Tshisekedi au travers des ressortissants de ces coins-là, des espaces géographiques et linguistiques qui sont avec Tshisekedi. Quand on regarde par exemple Katumbi, quels sont les gens qui ont entouré Katumbi pendant ces... C'est pas ces Sanga. C'est qui connu. C'est qui? Même qui c'est Matata. C'est un leader local, même pas régional. Donc voilà, c'est ça tout le problème. Donc on ne peut pas penser que avec soi-même, on pouvait gagner les élections. C'est ce qui explique que Katumbi, je l'avais même dit dans un entretien à l'ACP, j'avais dit que, et mes tendances se sont confirmées, j'ai dit que Katumbi
va se consolider dans les Katanga, mais quand il quitte les Katanga, il entre dans l'espace, l'autre espace swahiliphone, la Grande Orientale, et puis le Sud Kivu et le Maniema, il va flotter dans quelques provinces, c'est ce qu'on a vu dans le Maniema et même en Ituri, mais il va commencer à sombrer dans le nord et sud Kivu, et quand on franchit, on est dans la zone ouest, donc Kinshasa, Congo central, les grands Bandundu et les grands Équateurs, on y ajoute les centres, il va sombrer, ça sera sa zone de turbulence. C'est ce qui reflète ces élections. C'est ce qui reflète les résultats. Merci. Donc il faut voir ces choses-là en ces termes-là. Donc, dire que non, écoute, il faut procéder à l'annulation de ceci, etc. Ça, c'est une fuite en avant. Parce qu'on peut donner un petit exemple. Je suis en train de présumer qu'au moins ici à Kinshasa, où habite Martin Fayoulou, il a eu à mobiliser plusieurs témoins dans le bureau de vote. Est-ce qu'il peut nous donner, parce qu'on dit qu'il y a eu bourrage, les autres régions sont peut-être éloignées de Kinshasa, mais est-ce qu'il peut démontrer que, par exemple, ici à Kinshasa, on a bourré les urnes. Donc, en confrontant ces procès-verbaux aux procès-verbaux de la CENI, par exemple. Voilà, merci. Là, on saura qu'on a bourré les urnes. Mais ces élections ont réduit Martin Fayoulou à sa vraie valeur. C'est cela. Merci. Alors, merci, vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Vous avez seulement 20 secondes, 30 secondes pour ça. C'était par rapport aux résultats des législatives. Est-ce qu'avec tout ce qui a été dit, est-ce que tous ces gens-là qu'on a dénoncés, détenir des machines, madame, on va le voir écarter? L'incivisme nous caractérise depuis plusieurs temps, depuis beaucoup de temps. C'est même devenu même une seconde nature à nous. La corruption, ceci et consort, ça nous colle à la peau. Il faut changer l'ordre des choses. C'est vrai qu'il y a eu des irrégularités. Je n'en doute pas. Je ne remets pas en cause toutes les Mais est-ce que ces irrégularités sont de nature à remettre en cause les résultats? Parce que ceux qui sont opposés à Tshisekedi attendaient mordicus le rapport de la MOE, Senko, SCC. Mais ils ont été désillusionnés parce que cet accord est allé dans le même sens ces rapports est allé dans le même sens que les rapports d'autres missions étrangères et consorts. Merci. Donc, au moins... C'était 30 secondes. Hein? Okay. Merci. Alors, Damien Terranova, vous continuez à dénoncer les irrégularités. Mais on a mis 2 jours, c'était du 2 au 3 à la Cour constitutionnelle pour aller saisir. Vous ne voulez pas. Mon aîné, M. Moïse, m'a posé une question, parce que je parlais du chaotique, en quoi cela en était. Je vais quand même répondre, en fait, je vais répondre à cette question. Dans une organisation électorale, comme disait Malou Malou à son époque, il disait que c'était une organisation, c'est comme dans une organisation militaire. Il y a des choses qu'il faut vraiment préparer à l'avance, c'est-à-dire la cartographie électorale, c'est-à-dire l'équipement électoral, c'est-à-dire l'affichage des lecteurs et tout cela. Et cette fois-ci, nous ne l'avons pas vu. Nous n'avons pas vu l'affichage, elle n'a pas été là. On n'a pas vu la cartographie électorale, on ne l'a pas vu. Et même aujourd'hui, les élections de cette année ont fait 5 jours en violant pratiquement et en vidant tous les sens de l'article, si je ne me trompe pas, l'article 50 du règlement. Article 52 de la loi électorale. Voilà, article 52, merci beaucoup. L'article 52 qui dit que les élections se passent en un jour de 7h à 17h. Aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à 5 jours. Et nous avons vu, sur le plan logistique, les machines arriver à 17h. Pour ne pas dire de plusieurs jours après. Et tout ça là, lorsque nous prenons la somme de tout cela,
nous pouvons aussi dire aujourd'hui qu'il y a eu non seulement irrégularité isolée, mais il y a eu le chaos. Et puis en plus de ça, il venait de le dire, nous avons retrouvé des machines dans des maisons particulières. C'est-à-dire un monsieur qui est candidat, comme tous les autres, il a eu une machine, on lui a donné une machine, et il s'est mis à voter chez lui à la maison. Et tout ce que nous savons, en votant là-bas, c'est-à-dire il vote pour lui, il vote pour son président, son candidat président, et puis il vote pour son candidat, les deux autres candidats de son choix. Soit, si pas, tous se retrouvaient dans une même maison. Vous voyez, madame, tout ça là, nous, intellectuels congolais, ce ne sont pas des choses à négliger. Ce ne sont pas des choses à isoler. D'où nous devons, justement, nous mettre et réfléchir pour que de telles choses. J'ai aimé M. Moïse qui relève cette histoire de piles, comment on appelle, des fiches, des plis électoraux. Oui, nous les avons tous décriés en 2006. Nous les avons décriés en 2011. Ces choses ne doivent plus arriver. C'est pourquoi l'intellectuel congolais doit s'asseoir, évaluer, comme il a dit d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Chaque parti politique doit s'asseoir pour évaluer comment s'est présentées les élections et faire des propositions à la CENI ou bien à l'Assemblée lorsqu'ils auront à voter des lois pour l'organisation des élections dans ces pays. Autre chose que je voudrais dire, ici les gens parlent de que Moïse Katumbi n'avait pas des gens qui l'ont accompagné par rapport à M. Félix Tshisekedi. Je suis d'accord, mais il faut le dire. Mais M. Félix Tshisekedi a géré pendant 5 ans. Quel était son bilan? Je pense que les Congolais ne sont pas dupes. Il devait juger, lui d'ailleurs, qui était le plus sévère à être jugé, sur son bilan. Où est-ce que M. Félix Tshisekedi nous a pris et où est-ce qu'il nous a déposé? M. Félix Tshisekedi est arrivé dans ces pays, les dollars étaient à 17, madame. Et aujourd'hui, le dollar est à 27, 5 ans plus tard. Vous comprenez? Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est le premier président qui nous a pris de l'argent, qui nous a, je veux dire, stocké de l'argent dans nos téléphones sans nos consentements. Alors tout ça, ça jouait. Et vous avez vu, partout où il est passé, c'était des procès. Lui et le peuple. Parce que le peuple lui disait, je prends l'exemple de l'Équateur, il n'a rien fait à l'Équateur. Il n'a rien fait à Nitouri. Il n'a rien fait partout où il a glané des voix. Est-ce que ces gens-là sont aliénés? Est-ce que ces gens-là sont dupes? Madame, la vie est trop chère en Équateur. J'y étais. Elle est trop chère. La vie est trop chère en Ituri. Je le dis parce que j'y étais. Alors, tout ce que vous comprenez? Tous ces gens là-bas, oui, je vais revenir à vous. Tous ces gens là-bas ne peuvent pas voter pour celui qui les a, comment dire, presque enfermés. Je lui pose d'abord une question. Vous pouvez me permettre de placer un mot, sinon je n'aurai pas de souvenir. Vous permettez, une réplique, hein? Okay. Il est d'accord. Oui, c'était un débat. Votre micro, votre micro. Ouais. Je voudrais qu'on bande les yeux de M. Darmanin, mais il a vu déjà des images. On l'amène à Mamayemola aujourd'hui. On enlève le bandeau aux yeux. Il se croirait où? Donc c'est pas une réalisation. On prend M. Damien, on les transporte sur l'avenue Elengesa. Depuis l'indépendance, il peut joindre aujourd'hui, il peut partir d'Ngiringiri pour se retrouver à Mongafola. On prend Zolana. On prend les deux. Je prends seulement qu'il a. S'il vous plaît, Joël. Il a autorisé. C'est Damien qui a autorisé à Moïse. S'il vous plaît. Vous prenez les deux usines d'eau construites, dont d'ailleurs le premier module. Parce qu'il faut savoir qu'avec 15 millions d'habitants aujourd'hui, nous avons besoin d'1 million de mètres cubes par jour. Mais les 3 usines qu'on avait, Njili, Ngaliema, Lukunga, ça ne produit même pas 150 000 mètres cubes par jour. C'est ce qui explique
ce qu'on a comme déficit en eau courante. Il a fallu ces usines qui ne représentent rien parce que ça fait 45 000 mètres cubes d'eau par jour et 110 000 mètres cubes d'eau par jour. Madame, je peux reprendre ma parole. Quand il dit les dollars à 17, mais on n'a jamais eu la période où le dollar était à 17. On n'a jamais eu le Covid-19. Est-ce qu'il sait les dégâts que le Covid-19 a produit au monde? Je voudrais le dire pour son information. Pour que l'économie américaine soit à flot, l'Amérique a dû dépenser 5 000 milliards qu'il a injectés dans l'économie. Donc, 3 100 milliards du temps de Trump et 1 900 milliards du temps de Biden. La guerre russo-ukrainienne, avec tout ce que nous amène comme cortège, aujourd'hui, la vie est chère en Europe. Est-ce que M. Damien sait que la Banque Centrale Européenne a dû revoir à 15 fois son taux directeur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie flotte. C'est en Europe, monsieur. C'est en Europe. Et il y a la guerre rwando-ougandaise que votre président, plutôt l'agression rwandaise que votre président s'est refusé de dénoncer, qui grève l'économie du Congo. Et tout ça, vous pensez que ça peut faire la force de l'économie? Ça peut faire la force de la monnaie? Merci. Donc il faut quand vous parlez, je crois qu'il faut avoir le sens de la méthode. Je voudrais terminer par l'article 52 de la loi électorale. Pas terminer, on va revenir. Oui, parce que j'ai l'impression que les gens... aussi, oui, ok. Je vais revenir, mais les gens évoquent cet article-là, peut-être... Notez ça quelque part. Notez ça quelque part. Donc, lui, c'était sans avoir pénétré. Je veux répondre à M. Moïse que de tout ce qu'il a cité, il n'a cité que Kinshasa. Est-ce que M. Moïse peut me dire, s'il vous plaît, je vous ai donné 3 minutes, vous m'avez pris 5. Ouais. Est-ce que M. Moïse peut nous dire qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a réalisé à l'Équateur, dans le Grand Équateur? S'il vous plaît. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a réalisé dans le, dans le Grand Kasaï? Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a réalisé dans le Grand Nord, c'est-à-dire Ituri et même Kisangani? Madame, partout là-bas, j'y étais. Et j'ai vu, il n'y a rien qui a été fait. Même la gratuité de l'enseignement. Vous comprenez? Voilà cette histoire. Ce sont des débats. Ce sont des débats dont il faut revenir, dont l'intellectuel congolais doit débattre. Vous comprenez? Que ce soit la gratuité de l'enseignement, que ce soit la gratuité de la maternité. Tout ça là, ce sont des choses dont nous devons revoir et débattre. Il ne faut pas parler de ce, tout simplement parce que nous avons la chaleur du corps. Non, nous devons être pragmatiques si nous voulons que ces pays aillent de l'avant. Et c'est pourquoi, Madame Gisèle, moi je vous ai toujours dit, quand je viens dans vos émissions, je viens parler de la République démocratique du Congo. Mais là, je pense que je suis en train d'être réduit en parlant des personnes et de leurs réalisations. Je voudrais qu'on parle quels sont les cadres qui peuvent demain nous servir à ne plus retomber à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi les gens confondent. Lorsque nous passons à la télévision, nous dénonçons pour que nous arrivions à tirer des conséquences et chercher à ne plus revenir sur ce qui s'était passé hier. Comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, que hier il y a eu des fils qui ont été jetés dans le fleuve et aujourd'hui, malheureusement, nous constatons qu'il y a des gens qui ont pris des machines dans leur maison. Nous ne le disons pas pour nuire à qui que ce soit. Nous le disons parce que nous ne devons plus, nous devons mettre des mécanismes pour que demain, ces choses ne reviennent plus. Merci. Joël Kadi à la parole. Non, je crois que lorsque l'on parle du chaos, l'intellectuel congolais doit dire quoi? C'est pourquoi la prétention de connaissance doit être bannie dans notre pays. La prétention de connaissance, ça veut dire l'agnosologie. Donc, on est bignonso. Dans la médecine, un sociologue vient pour administrer un traitement en médecine par rapport, par exemple, au traitement de l'appendicite. Et c'est ce que je constate dans mon co-débatteur, Damien. J'avais dit, non, s'il vous plaît, pourquoi on est amnésique? Pourquoi on oublie que dans ce pays-ci, au mois d'août 2006, il y a eu la guerre? Il y a eu les balles qui ont crépité.
Pourquoi on oublie qu'en 2006, au mois de novembre, Maluma a proclamé les résultats dans un char de combat? Pourquoi oublie-t-on qu'en 2011, il y a eu des gens qui ont été tués non loin de chez moi, au quartier Matongue 1, à côté de Soni Kafuta, et que nous avons transporté les corps dans les hôpitaux et dans les morgues, personnellement moi. Pourquoi on oublie qu'on n'avait pas de SMS, on n'avait pas d'internet? On dit que l'opposition est républicaine. S'il vous plaît, Madame Gisèle. Non, on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Parce que j'aimerais un peu qu'on évalue la chaotique électorale dont l'on parle par rapport à tout ce que l'on a connu en 2006, en 2011, en 2018. Vous savez qu'on nous a coupé l'Internet dans ce pays, qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passe, mais aujourd'hui, on a laissé l'Internet à l'usage. On n'a même pas restreint la vitesse. La fréquence. Et tout le monde pouvait tout voir. Et quand on parle de gens qui ont tué des machines, parce que les gens avaient sollicité des machines auprès de la CNI pour la formation de leurs témoins. Ils avaient sollicité des machines. Ah, c'est comme ça qu'ils ont eu ça. Et dans la plupart des cas, ils ne les ont pas remises. Okay. Et ce ne sont pas que des gens de l'Union sacrée ou de la majorité au pouvoir. Il y a eu des députés de Katumbi, il y a eu des gens de l'ensemble auprès de qui on a trouvé les machines, notamment à Kikwit, à Kabinda et à Lomami, dans le Grand Kassai. Quand mon ami pose la question, si tu sais que ici, peut-être que les gens ne se posent pas la question sur la rhétorique développée par Félix Tshisekedi pendant sa campagne. Un candidat de l'étranger, un candidat qui ne condamne pas le Rwanda, qui ne condamne pas Kagame, et avec qui on a vu Kagame, vous pensez, même si vous êtes en Panzi, vous ne condamnez pas Kagame, les gens de Panzi vont vous voter. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Quand mon ami parle de quel est le bilan de Tshisekedi, il a parlé de quoi? À Zongo, depuis 1960, il n'y a jamais eu de courant. Est-ce qu'il a été à Zongo? Parce qu'il a dit qu'il était partout. Il a dit à Otouélé, où Tshisekedi a réalisé 90%. Est-ce qu'il sait combien de centrales hydroélectriques ont été construites là-bas? Sous le mandat de Tshisekedi. À Kolosi. On a réhabilité. Non. Il y a eu une centrale hydroélectrique qui a été construite et d'autres ont été réhabilitées. C'est-il qu'à Kolosi, au Malaba, il y a une nouvelle centrale hydroélectrique qui a été construite? Il le sait-il? La gratuité de l'enseignement. Vous savez, Binoba na ville nde comprendre gratuité de l'enseignement et zanine. Mais demandez à nous les villageois qui avons étudié au village. 6 millions d'enfants qui regagnent l'école. Ils demandent au Grand Équateur qu'est-ce que c'est que d'affaires. C'est pour la première fois depuis 1960 que dans chaque territoire, il y a la construction je parle d'un dispensaire. Je vais tout réduire à zéro. D'un dispensaire, pour ne pas parler d'un hôpital. Il y a eu la construction de nouvelles écoles. La construction des écoles. Nous en avons 1041 écoles qui ont été, je dis bien, construites. Et vous pouvez aller sur l'application dinacopé.com, vous allez trouver, géolocaliser toutes ces écoles-là. Et c'est pour la toute première fois qu'aujourd'hui on a une cartographie scolaire en RDC. Alors s'il faut dire projeter pour ce prochain mandat, vous souhaitez qu'on fasse quoi encore? Non. Ce qui n'a pas été fait que vous souhaiterez que ça. On appelle que c'était du béton. Ça veut dire la fondation a été posée. Maintenant, il lui reste d'élever les murs. Élever les murs, ça veut dire la gratuité consolidée. Il faudrait trouver les moyens pour mettre à la retraite les enseignants. Parce que dont l'âge varie entre 75 et 120 ans. Donc, si on peut trouver des moyens pour mettre à la retraite ces enseignants, on recrute de nouveaux enseignants, on les forme, on les recycle, on va améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que la stratégie de l'enseignement primaire, secondaire et technique était de 2016 à 2025 l'accès, la qualité et l'égalité.
par rapport à l'égalité aujourd'hui, vous avez plus de 51% des filles qui sont à l'école. Contrairement à toutes les années. Ça, c'est l'enseignement. Ça, c'est d'autres secteurs. Mais d'autres secteurs, mais vous avez moi, je peux partir d'ici, juste dans mon village, passer par l'asphalte. Je dis bien. Or, pour aller dans mon village, à l'époque, je prenais 2 semaines, 3 semaines pour arriver à Kinshasa. Vous partez de Kinshasa jusqu'à Kamoïcha dans moins de 12 heures. Le social. Le social, c'est quoi? Nous sommes partis, par exemple, avec... comment ça s'appelle? Nous sommes partis avec 4... par exemple, les enseignants. On est parti de 40 000 enseignants. En 2018, on est à 400 000, on est à 600 000 enseignants. Merci Joël Cadet. L'émission est finie. Vous avez 1 minute, hein, 1 minute pour conclure. Ok, je voudrais... merci. En 1 minute, parce que c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Je voudrais dire ceci. Je voudrais parler juste de l'article 52. 1 minute. Oui, juste 1 minute. Parce que les gens lisent juste les dispositions, peut-être à moitié, ils ne vont pas jusqu'au bout. Le dernier alinéa de cet article dit quoi? Dit que la dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote doit être motivée par la CENI et tout doit être fait de façon à assurer l'égalité devant le suffrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que la CENI peut déroger, si elle a des motivations, elle peut déroger aux heures d'ouverture et même de fermeture. Les gens ne vont pas là. Même quand on lit l'article 64, on se termine juste à l'alinéa 1. Mais on oublie qu'il y a l'alinéa 2. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut que les Congolais, politiciens surtout, se documentent sur les textes légaux et consorts avant de tenir n'importe quel discours. Kiosque est fini. Terranova. Oui, je voulais dire juste quelque chose sur cet article 52. Comme le professeur nous l'a dit, les gens doivent se documenter. Nous devons le lire et l'incruster s'il faut, pour que les gens en prennent connaissance et ils vont y découvrir que cet article 52 ne parle pas d'élargissement du jour où on doit organiser les élections, ou bien on doit aller voter. Ici, nous avons eu 5 jours de plus et nous avions totalement violé cet article et même ces règlements d'intérêt. Ce qui veut dire que je confirme le chaos dans ce sens que les amis de la CENI et l'intellectuel congolais doivent en tirer conséquence. Merci. Pour que ces choses ne reviennent plus. Merci. Joël aussi 1 minute. 1 minute. C'est juste pour dire que l'intellectuel dont on parle ici doit être guéri et désenvoûté. Parce que l'intellectuel congolais est envoûté. C'est pourquoi je demande à Corneille Nangaa d'enlever le mot fleuve Congo dans son alliance pour faire saigner la RDC. Non, s'il vous plaît, le fleuve Congo m'a donné le message. Il ne veut pas qu'on l'utilise. Sinon, je vous dis que l'avenue Mukoussa sera bientôt inondée. Parce que le fleuve est en colère, parce qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est la symbolique de l'unité de la République démocratique du Congo. C'est la symbolique de la paix. Le fleuve n'aime pas qu'on utilise son nom. Allez dire ça à Nangaa. Si on peut me couper ça, Doudou Mtiki, monsieur le conseiller, le bourgmestre de Mongafula, et de nous à transmettre ce message à Nangaa, qu'on arrête d'utiliser le mot fleuve Congo dans l'alliance de Nangaa parce que le fleuve est fâché. Même votre CCTV sera inondé. Oh, jamais. Oui. Merci, non, je vous dis qu'on arrête d'utiliser le mot fleuve Congo. Merci. Merci Joël Cadet. Merci Damien Terranova. Merci Moïse Moussangana. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique Yves Deschwang, Héritier Toubilandou, Moro Njambe, Alain Kabongo, Bruno Nzinga, José Andia, Christian Banjolo, Onésime Tsingani. Et merci au coach Doudou Montiri, madame, monsieur. Je vous retrouve demain, 4 janvier, martyr de l'indépendance.